Aujourd'hui, je vous présente l'article Association between diagnosis to lymph revascularization time and clinical outcomes in outpatients with chronic lymph-threatening ischemia. Donc, c'est une étude sur le temps entre le diagnostic et la revascularisation dans une cohorte américaine qui s'appelle la Clipper Cohort. C'est un article qui a été publié dans le Journal of the American Heart Association en 2024. Donc, pour recontextualiser, le CLTI, donc l'ischémie chronique du membre inférieur, c'est l'association d'une maladie des artères périphériques, donc c'est au moins une artère majeure des membres associée à un stade Rutherford de 4 à 6, donc c'est une douleur de repos, une gangrène ou l'observation du membre inférieur sur une durée de plus de 2 semaines. C'est une maladie qui est fréquente, qui touche 17%. Donc la maladie des artères périphériques, c'est 17% de la population, et c'est 10% d'entre eux qui ont une ischémie chronique des membres inférieurs. Parmi ces patients, il y en a un quart qui auront une amputation majeure du membre inférieur à terme. Donc, c'est pas un gros pourcentage, mais rapporté à une population de plusieurs centaines de millions d'habitants, ça fait beaucoup de patients à la fin. Donc, c'est un problème de santé publique. Et la revascularisation semble être un facteur décisif de prévention de l'amputation majeure dans la littérature. Et dans les études observationnelles, on a remarqué que 50% des patients qui présentaient une amputation du membre inférieur, une amputation majeure d'un membre inférieur, n'avaient pas eu de tentative de revascularisation l'année précédente. Donc, globalement, c'est un patient qui n'a pas été suivi. 50% des patients qui ont une amputation majeure ont eu une revascularisation. Oui, aussi, voilà. Mais c'est seulement 50%. Euh, le temps entre la pose du diagnostic et la revascularisation endovasculaire est très variable en fonction des patients, des centres et des chirurgiens. Et à peu près la moitié des patients sont pris en charge dans un délai supérieur à 30 jours. Donc le but de cette étude, c'était de décrire la distribution temporelle entre le diagnostic et la prise en charge endovasculaire pour revascularisation du membre inférieur. Donc ça s'appelle, dans l'article, c'est le D2L time, et son association avec la survenue d'événements cliniques. Donc ici, on parlera de amputation majeure, amputation mineure et de décès. Donc c'était une étude qui était descriptive, rétrospective, multicentrique sur une population aux USA. Donc ça concernait les patients qui présentaient une ischémie des membres inférieurs âgés de 66 à 86 ans entre 2010 et 2019. Qui faisait partie, donc c'est un système de remboursement aux États-Unis spécifique de Medicare, c'est le Fee for, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un système de tarification à l'acte de Medicare qui permet de prendre en charge les patients, donc c'est un peu l'équivalent de la CMU en France. Et donc c'est de 66 à 86 parce que les patients sont éligibles à partir de 65 ans et ils voulaient un minimum de 1 an de suivi, donc ils ont commencé à 66 ans. Ils se sont arrêtés à 86 pour exclure les patients qui décèdent d'autres causes. Et donc les critères d'exclusion, c'était l'absence d'un examen diagnostique pour affirmer l'ischémie du membre inférieur. Donc c'était soit 6 mois avant, soit 6 mois après la pose du diagnostic. Les patients qui n'avaient pas eu de tentative de revascularisation dans les 6 mois après leur diagnostic. Donc globalement, les patients qui n'ont pas été pris en charge par chirurgie. Les patients qui étaient hospitalisés pour une revascularisation du membre inférieur et les patients qui ont été opérés par chirurgie ouverte. Globalement, ça concernait les patients pris en charge par Medicare qui présentaient une ischémie chronique des membres inférieurs et qui ont été opérés par voie endovasculaire en ambulatoire uniquement. Donc c'était pour avoir une population de patients qui se ressemblent avec des caractéristiques similaires. Pourquoi uniquement en ambulatoire? Parce qu'ils ont considéré que les patients qui étaient hospitalisés sont soit des patients qui arrivent en urgence, donc ils vont recevoir des soins beaucoup plus intenses, avec une attention beaucoup plus importante de la part du médecin. C'est des patients qui sont en général plus graves et beaucoup plus comorbides, parce qu'ils sont non éligibles à l'ambulatoire. Parce que Et en ambulatoire, souvent, bon, après c'est français, mais enfin européen, mais la prise en charge d'ischémie critique, il y a des plaies, etc. Donc ça implique quand même souvent oui, ouais. ouais. Alors là, il y a une nuance, c'est qu'ils ont un système d'ambulatoire hospitalisé.
Je connais pas la nuance, enfin, je sais pas exactement comment ça se passe, D'accord. mais les patients peuvent dormir une nuit avant et une nuit après et quand même être étiquetés ambulatoires dans l'hôpital. D'accord. Ils ont probablement des chambres adaptées, des Et choses comme ça. c'est la prise en charge globale ambulatoire ou c'est le fait d'avoir vu C'est le la patient? chirurgie ambulatoire. Ambulatoire, c'est la Ouais, chirurgie. la chirurgie. Le moment de la revascularisation est en ambulatoire. Ouais, il n'y a pas d'hospitalisation, dans le service. Donc le critère de jugement principal, c'était la mortalité de toute cause et ou, une amputation majeure du membre inférieur. Donc c'était soit la mortalité, soit l'amputation majeure ou les 2 ensemble. Alors, le mieux aux États-Unis, c'est que le système de remboursement, ce qu'on appelle nous les GHM, Ouais. là-bas pousse énormément à l'ambulatoire. Les différences de tarification sont colossales entre une tarification en hospitalisation conventionnelle et en ambulatoire. C'est juste Ouais. un peu double, quoi. Après là, ils sélectionnent les patients parce qu'ils sont tous de Medicare. Donc c'est des patients qui ont le même niveau de vie, qui font partie de la même population, Mais bon, là, à peu près. ça pousse à développer l'ambulatoire, y compris pour les ischémies critiques, Ouais. quand tu vois les tarifications, alors qu'en France, le GHM est identique entre l'ambulatoire et l'hospitalisation conventionnelle. Ah oui, ouais. Après avec le Fee for Services de Medicare, tout est banalisé. C'est comme en France, c'est une tarification à l'acte qui a été Oui, créée en pour fait, c'est Medicare. le Ouais. système américain qu'on a. Oui. Mm. Et le critère de jugement secondaire, c'était l'association d'une amputation majeure ou d'une amputation mineure dans l'année suivant la revascularisation. Après 1 an, il y avait une censure des événements pour éviter l'association fortuite d'un événement qui ne soit pas corrélé à l'épisode de revascularisation. Donc, en observant l'ensemble des patients qui ont été revascularisés, on constate qu'il y a 50% des patients qui ont été revascularisés avant 30 jours, c'est à peu près 45-65, et 65% des patients qui ont été revascularisés après 30 jours. Ce chiffre-là, ça les a confortés dans le fait de choisir 30 jours comme cut-off. Comme ça faisait une population à peu près similaire de chaque côté. Donc, c'est entre le diagnostic et le traitement, hein, Ouais, c'est ça? oui. Et ils avaient aussi remarqué, avant de choisir 30 jours, ils avaient fait des courbes euh, statistiques et en fait, ils ont remarqué une cassure de la courbe à 30 jours. Donc, ils se sont dit que 30 jours, c'était la date qui leur paraissait la plus intéressante. Donc, ça, c'est le diagramme de flux. Il y avait quasiment 2 millions de patients qui étaient éligibles euh, à l'étude. Il y en a plus de 800 000 qui ont été exclus parce qu'ils n'avaient pas eu de test permettant d'affirmer la maladie artérielle. Encore qui ont été exclus pour tous les critères d'exclusion qu'on a vus précédemment. Et donc, à l'arrivée, il y a un peu moins de 100 000 patients qui ont eu une revascularisation par voie endovasculaire lors d'une hospitalisation ambulatoire dans les 6 mois après le diagnostic d'une ischémie chronique du membre inférieur. Ce qu'on ne sait pas, je suppose, comme c'est une base médico-administrative, c'est la raison du délai. Non, oui, On ne sait pas si c'est une non, volonté du patient, si c'est un problème de mise à disposition du oui. CatLab, enfin, Ça a été fait sur le codage uniquement, donc ouais. il y a pas de, il y a pas eu d'autorisation, donc il n'y a pas eu de traitement des données personnelles, c'est que du codage. Mais quand ils disent diagnostic, c'est diagnostic par le médecin traitant ou c'est pour le début de la prise en charge chirurgicale? Et ben, c'est la première fois qu'apparaît dans le dossier Medicare le terme ischémie chronique du membre inférieur. Donc, en général, c'est le chirurgien vasculaire qui voit le patient, mais s'ils ont vu quelqu'un d'autre, c'est la première fois que ça a été codé, tel quel dans le dossier médical C'est de Medicare, l'hospit, qui est centralisé. c'est des données hospitalières, donc c'est Ouais. probablement enfin, c'est au cours de l'hospit. Et donc, quand on compare les populations, donc, enfin, au sein de la population qui a été retenue à l'issue du diagramme de flux, euh, entre les patients qui ont été opérés avant 30 jours et les patients opérés après 30 jours, on remarque quelques différences. Donc, les patients qui ont été pris en charge plus tôt sont souvent des malades moins graves, ou c'est des Rutherford 4, et c'est des patients surtout qui présentent moins de comorbidités. Donc, ils ont moins de dysfonction cardiaque, moins de troubles neurologiques, moins de diabète, etc. Donc, c'est des malades qu'on pourrait dire moins lourds d'un point de vue médical et surtout d'un point de vue anesthésique. Donc ils ont besoin peut-être de plus de bilan préopératoire. Exactement. Ouais. Euh, Et donc, quand on compare
Donc quand on fait le test statistique concernant les patients avant 30 jours et après 30 jours, chez les patients qui ont été pris en charge avant 30 jours, on ne constate pas d'association entre le délai de prise en charge et la survenue d'un événement indésirable grave à type d'amputation majeure ou de mortalité. Mais on remarque après 30 jours qu'il y a une association entre le délai de prise en charge et la survenue d'une amputation majeure, et également une association entre le délai de prise en charge et la survenue d'une amputation majeure ou d'une amputation mineure. Donc il n'y a pas d'association avec la mortalité. Par contre, chez les patients pris en charge après 30 jours, il y a une association avec la survenue d'une amputation. Donc 2,5, ils ont échelonné par 10 jours avec une analyse de sensibilité. Ils ont remarqué que par créneau de 10 jours, c'est une augmentation de 2,5%. Donc ça paraît pas beaucoup, mais quand on rapporte à un mois, donc avec des créneaux de 30 jours, à partir de 30 jours du diagnostic, ça fait quand même une augmentation de 7,6% de risque d'amputation majeure. Tout ça, ça conduit à penser que une amélioration du système de soins pour les patients présentant une ischémie des membres inférieurs de manière à améliorer l'accès à une revascularisation plus rapide permettrait de réduire le risque d'amputation majeure. Amputation majeure étant un événement extrêmement important dans la vie du patient qui est parfois considéré comme pire que la mort et qui dégrade de manière brutale la qualité de vie du patient et qui a des coûts énormes pour la société. Énorme. Les analyses de sensibilité ont montré qu'il y avait même une association qui débutait dès 16 jours après le diagnostic. Donc pour certains sous-groupes de patients, mais ce n'était pas détaillé dans l'article. Et les patients, bon ça on en a parlé, les patients qui présentaient une revascularisation avant 30 jours après le diagnostic, c'était soit des patients qui présentaient peu de comorbidité, donc qui étaient programmables très rapidement, ou des patients qui étaient à très haut risque d'amputation, donc qui étaient pris en charge beaucoup plus rapidement et qui bénéficiaient d'un soin plus appliqué par le chirurgien. Comme ils sont urgents, ils sont programmés plus tôt, donc ils ont un soin qui est intensifié par rapport aux patients qui sont entre deux, en fait, qui présentent des comorbidités, qui ne sont pas complètement urgents et qui, eux, sont parfois un peu plus délaissés et opérés plus tardivement. Donc l'amputation est souvent elle est souvent sous-estimée en termes de santé publique dans les programmes de soins et dans la société. Et il y a une comparaison qui est faite dans l'article avec les articles qui ont été publiés sur les revascularisations cardiaques après infarctus. Et en fait, le système de soins est beaucoup mieux organisé pour les infarctus. C'est exactement les mêmes chiffres, avec une augmentation qui est à peu près de 7% de mortalité pour chaque 10 minutes après l'entrée du patient. Entre le moment où le patient franchit la porte de l'hôpital et le moment où le patient a son stent, chaque 10 minutes supplémentaires, c'est 7% de mortalité. Donc c'est les mêmes chiffres que pour l'amputation, mais les ischémies du membre inférieur bénéficient d'un système qui est beaucoup moins organisé de prise en charge, de soins et d'organisation. Et les patients avec des ischémies critiques des membres inférieurs sont souvent plus vieux. Ouais, j'ai fait une petite coquille. C'est souvent des patients qui font partie de communautés ethniques sous-représentées, qui sont plus pauvres, qui font partie et qui sont d'une catégorie socio-économique moins valorisée. C'est des patients défavorisés. C'est pas qu'aux États-Unis. Oui, ouais, c'est comme chez nous. C'est toujours des patients qui sont afro-américains, pauvres, insérés dans la société et plus vieux. Également, ça pose la question de l'accès aux soins, comme en France chez nous. Et ça, c'est un article qui a été mentionné dans la discussion avec deux cartes des États-Unis. À gauche, c'est le nombre d'amputations par an. Et à droite, c'est le nombre de revascularisations par an. On voit qu'il y a quand même une association inverse entre le nombre de revascularisations pour les États du centre des États-Unis et le nombre d'amputations. Également pour la côte ouest. Donc là, il y a moins de revascularisation. Et ici, que je dise pas de bêtises, il y a plus de revascularisation au nord de la côte est et il y a moins d'amputations. Et à l'inverse, si on regarde la côte est, c'est inversement proportionnel de la même manière. Plus les patients sont revascularisés et moins ils sont amputés à terme.
qui paraît quand même logique. Et en fait, c'est pas forcément une question de défaut de la part du chirurgien pour le programme, etc. C'est sûr que les patients ont du mal à prendre rendez-vous et du mal à être programmés à cause du manque d'accès aux soins et du manque de disponibilité des salles opératoires et de la consultation de chirurgie musculaire. Les limites de cette étude, c'est que donc, pas forcément, elle s'applique que aux patients qui ont été opérés par voie endovasculaire dans un système de chirurgie ambulatoire. Donc, on ne peut pas l'appliquer à tous les autres patients. Et cette étude n'examine pas le délai entre les premiers signes d'ischémie chez le patient et le moment où le diagnostic a été posé. Donc, parfois, il y a un diagnostic très long qui a été... Enfin, le temps a été très long entre les premiers signes du patient et le délai pour consulter, mais ça n'a pas été examiné dans l'étude. Donc, pour conclure, il y a une association entre le délai de prise en charge des patients avec une ischémie critique des membres inférieurs et la survenue d'une amputation majeure des membres inférieurs. Et c'est une amélioration globale du système de soins, de l'organisation du parcours patient et de l'accès au système de santé qui permettrait d'améliorer la survenue d'amputation et d'améliorer en fait, la santé des patients de manière globale. Voilà. Et c'est des patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire, mais qui mériteraient de bénéficier d'une intensification des soins. Et voilà, c'était beaucoup de monde. C'est un super papier, ça. Parce qu'en fait, il y a un dogme ou une phrase qu'on entend toujours parler, mais pour moi qui relevait pas de preuves, et là ça en apporte une en tout cas, c'est time is tissue. C'est un truc qu'on entend tout le temps parler, je sais pas. Et c'est typiquement sur les skin critiques, on dit time is tissue. Et à ma connaissance, je ne savais pas si c'était basé, alors sur une impression clinique, oui, mais c'était pas basé sur des éléments scientifiques. Et là, c'est tout à fait relevant par rapport à cette phrase-là. Quand on ne sait pas, parce que l'accès finalement, ils font sous anesthésie locale aussi. Enfin, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas savoir parce que c'est un registre. Non, on peut pas savoir. Si, ils ont étudié. c'est pas mentionné. On ne sait pas, parce que l'accès, du coup, je sais pas, si c'est une question de locale endovasculaire, ça peut être un peu. Ils ont dû en parler parce L'aider, quoi. ils ont dû en parler parce que tu as deux systèmes d'ambulatoire, tu as les OBL. Ils ne parlent pas des OBL et des ambulatory surgical center. Et ainsi, J'ai pas regardé suffisamment. ils doivent en parler peut-être dans les tableaux, le pourcentage de patients pris en charge dans les deux structures. Ces deux structures, c'est 18% en ambulatoire. D'accord. Je ne sais pas comparer. Mais je pense que c'est ça la différence, parce que la structure dont vous parlez, la deuxième, là, je pense que c'est ça où les patients peuvent dormir, comme à l'hôtel. Peut-être parce que c'est Et rattaché à l'hôpital, je voilà. pense. Donc en fait, je pense ils le disent qu'ils ont pris tous les patients Ouais. pour être opérés en ambulatoire, donc des deux systèmes que nous, on n'a pas en France. On n'a pas le système d'hôtel hospitalier. Voilà. Alors après, ça implique une chose importante. Il y a les études Bastiella, etc., qui ont montré que dans certaines indications, en cas de bonne veine, etc., c'était meilleur de faire un pontage que de l'angios. Sauf que sur un programme opératoire, tu fais 2 pontages maximum et tu ne fais pas 5 angios. Et en fait, avec une population qui ne cesse de croître, enfin, la population avec une ischémie critique ne cesse de croître, la chirurgie, sauf augmentation importante du nombre de chirurgiens, du nombre de salles disponibles, sera incapable à répondre à cette demande en termes de temps. Donc en fait, l'idée, le concept de dire, bon voilà, il y a une technique qui est meilleure que l'autre, mais on ne peut pas vous proposer cette technique parce que les délais d'accès sont trop importants, compte tenu du nombre, tout simplement c'est mathématique. Hein. Finalement, en 2 jours, tu fais un programme d'une semaine de chirurgie, même avec des résultats inférieurs en termes d'intervention. Il vaut mieux quand même faire une technique de revascularisation qui apporte quelque chose au patient plutôt que d'attendre 4 semaines avant de prendre un patient pour un pontage, parce qu'on n'a pas cette possibilité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'idée, la preuve qu'une technique est meilleure qu'une autre, il faut aussi prendre en considération l'offre de soins. Oui. Voilà, l'offre de soins, si tu ne peux pas offrir ces soins-là, ça ne sert à rien de les proposer non plus. Après, c'est sûr que c'est le diagnostic aussi, le délai de poser le diagnostic et d'être référé au chirurgien vasculaire, je pense que c'est très long. Parfois, les patients, on ne sait pas qu'ils ont un Ouais, c'est un des biais de l'étude. Ah oui, oui. Mais c'est probablement c'est probablement le sous-groupe de patients qui arrivent en urgence et qui est pris en charge tout de suite, qui serait lissé si jamais ça devient plutôt. Après, 50% de l'activité est faite par les chirurgiens, 50% par les cardiologues interventionnels.
aux États-Unis. La part des radiologues, je pense que c'est relativement faible. C'est surtout cardio chien. Ok, c'est un très très beau papier. Bon, bah, merci beaucoup.